Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez technique mais passionnant sur l'hypoglycémie. Bonjour. Oui, l'idée c'est de décortiquer un peu ce que c'est, comment ça se manifeste et surtout comment notre corps essaie de gérer tout ça. Exactement. Le texte qu'on a sous les yeux, il parle de la définition des symptômes, et il y en a pas mal, des légers aux plus graves, et puis de la physiopathologie. La physio quoi? Ah oui, la physiopathologie. En gros, comment ça marche ou plutôt comment ça déraille dans le corps? C'est ça. Alors, on commence par la base. L'hypoglycémie, si j'ai bien compris, c'est juste une baisse de sucre dans le sang, non? C'est le principe de base, oui. Une chute du taux de glucose sanguin en dessous d'une certaine norme. Simple sur le papier, mais le document décrit des trucs assez variés, hein. Des palpitations, des sueurs, jusqu'à des choses beaucoup plus sérieuses comme les convulsions, même le coma. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur le plan biochimique, on donne souvent un chiffre, sous 3,0 millimoles par litre ou 0,50 grammes par litre. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le texte insiste bien, une moment où les symptômes apparaissent, eh ben, ça change d'une personne à l'autre. C'est pas une science exacte pour tout le monde. Ah d'accord. Ce n'est pas juste le chiffre alors. Non, pas seulement. C'est pour ça qu'en pratique, on utilise beaucoup ce que le document appelle la triade de Whipple. La triade de Whipple, oui, j'ai noté ça. C'est quoi exactement? Alors, c'est un peu comme une checklist en 3 points, pour confirmer. Premièrement, il faut mesurer une glycémie basse, c'est la base. Deuxièmement, la personne doit avoir des symptômes typiques du manque de sucre dans le cerveau. On appelle ça la neuroglucopénie. La neuroglucopénie, genre confusion, problème de vue, ce genre de choses? Exactement. Confusion, troubles visuels, difficulté à parler, parfois des comportements bizarres. Et troisièmement, et c'est crucial, ces symptômes doivent disparaître quand la personne prend du sucre. Si les trois sont réunis, là, on est quasi sûr. D'accord, donc la triade de Whipple, chiffre bas, symptômes spécifiques au cerveau et amélioration avec le sucre. C'est clair, c'est vraiment un point clé. Bon, maintenant, la partie qui m'intrigue, c'est comment le corps réagit normalement, avant que ça tourne mal, quoi. Le document parle de mécanismes de défense. Oui, C'est une réponse très bien huilée chez une personne saine. C'est une cascade, en fait. D'abord, dès que le sucre baisse un peu, le pancréas freine la production d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait baisser le sucre, donc là, on arrête d'en faire. Logique. logique, ouais. Et après, Après, une autre hormone prend le relais, le glucagon. Lui, il fait l'inverse. Il va dire au foie, hop, 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 on a besoin de sucre. Du coup, le foie se met à libérer ses réserves de glucose. Ça, c'est la glycogénolyse. Et il se met aussi à fabriquer du nouveau glucose à partir d'autres éléments. Ça, c'est la gluconéogénèse. C'est un peu l'usine de secours. glycogénolyse et gluconéogénèse. D'accord. Et il y a que ça? Non, il y a aussi d'autres hormones qui viennent aider, comme l'adrénaline. Elles sont dites hyperglycémiantes. Elles aident à remonter le sucre. C'est un peu une mobilisation générale. L'adrénaline. Ah, c'est ça qui donne les palpitations et les sueurs dont on parlait au début. Exactement. C'est un point important souligné dans le texte. L'hypoglycémie, elle survient quand tous ces mécanismes de défense sont dépassés, insuffisants. Et cette adrénaline, justement, c'est elle qui provoque les premiers signes d'alerte, les signes adrénergiques, cœur qui bat vite, tremblements, sueur froide. C'est le corps qui crie « Attention, niveau bas ». C'est le signal d'alarme précoce, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui arrive si, malgré tout ça, la glycémie continue de chuter, si l'alerte ne suffit pas? Eh bien, si l'hypoglycémie persiste ou si elle est très profonde, le cerveau commence à manquer sérieusement de son carburant principal, le glucose. Il souffre. Et c'est là qu'arrivent les autres symptômes, les plus graves. C'est ça. C'est là qu'apparaissent les signes de neuroglucopénie dont on parlait. Difficulté de concentration, grosse fatigue, confusion mentale, troubles de la parole, de la vision, parfois des comportements étranges. Et ça peut aller, comme le disait le texte, jusqu'aux convulsions ou au coma si rien n'est fait. C'est vraiment le signe que le cerveau est en danger. D'accord, c'est clair. Et le document mentionne aussi quelque chose sur les personnes diabétiques. Oui, c'est un point intéressant. Il est dit que chez les personnes qui vivent avec un diabète, ces réponses hormonales et même les symptômes peuvent parfois se déclencher à des niveaux de glycémie qui sont en fait un peu plus élevés que chez quelqu'un qui n'a pas de diabète. Le seuil peut être différent. Ah oui, c'est important ça. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'hypoglycémie, c'est pas juste pas assez de sucre. Non, c'est plus complexe. C'est un événement qui déclenche d'abord des signaux d'alerte physiques liés à l'adrénaline. Les signes adrénergiques, oui.
Et si ça continue, ça touche le cerveau, avec les signes de neuroglucopénie. Et la triade de Whipple, c'est l'outil pour confirmer que c'est bien ça. C'est exactement ça. Le corps a des défenses, mais elles ne sont pas infaillibles. Et faire la différence entre l'alerte et le danger pour le cerveau, c'est fondamental. Comme le souligne bien notre source, comprendre ces mécanismes, c'est vraiment la clé pour un bon diagnostic et une prise en charge adaptée. C'est pas juste traiter un chiffre. Tout à fait. C'est beaucoup plus nuancé. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion pour finir, une question qui découle un peu de ce qu'on a dit sur la variabilité des seuils, notamment chez les diabétiques. Well, Le texte dit que les seuils varient. Alors, on peut se demander, est-ce que le fait d'être exposé de façon chronique à des taux de sucre qui varient beaucoup, que ce soit à cause du diabète, de sa gestion, ou peut-être même, qui sait, de certains régimes alimentaires sur le long terme, est-ce que ça pourrait, en quelque sorte, réentraîner nos systèmes d'alerte ? comme si le corps s'habituait ou devenait moins sensible? Voilà, ou différemment sensible. Est-ce que ça pourrait modifier la façon dont on perçoit l'hypoglycémie, dont les alertes se déclenchent ? C'est une piste de réflexion intéressante sur l'adaptabilité de notre corps, je trouve. C'est une excellente question pour conclure. De quoi méditer après notre discussion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hypoglycémie, ce signal d'alarme quand le sucre manque dans le corps. Mhm. Mais d'où ça vient vraiment ? C'est pas toujours évident, les pistes sont multiples. C'est vrai. Alors, on va essayer de démêler un peu tout ça, les différentes causes, les étiologies, comme on dit. On s'appuie pour ça sur les documents qu'on a étudiés. Oui, tout à fait. Et ces documents, justement, ils nous aident bien. Ils distinguent, en gros, 3 grandes familles d'hypoglycémie. D'accord. D'abord, il y a les fonctionnelles. On les appelle souvent réactives aussi. Ah oui, Celles qui arrivent après un repas. Ensuite, les induites. Là, c'est quelque chose d'extérieur qui les provoque. Un médicament, l'alcool. je vois. Et puis, il y a les organiques. Celles-là sont plus rares, liées à une maladie, et elles se manifestent plutôt à jeun. Ok. Bon, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les 2 premières, les fonctionnelles et les induites. Elles sont plus détaillées dans nos sources. Très bien. Et un point important, dès le départ, l'interrogatoire, l'examen clinique. C'est vraiment crucial. Ça oriente souvent le diagnostic tout de suite. Parfait. Alors, commençons par les fonctionnelles, si vous voulez bien. D'après ce qu'on a lu, elles surviennent classiquement après un repas. C'est ça. Surtout si ce repas était riche en sucre rapide. C'est un peu comme si le corps réagissait trop fort, c'est ça ? Exactement, une sorte de surréaction à cet afflux de sucre. Et un détail qui a son importance, généralement, il n'y a pas de signes neurologiques graves, la fameuse neuroglucopénie. D'accord, pas de souffrance du cerveau liée au manque de sucre. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ces hypoglycémies fonctionnelles, c'est qu'elles reflètent souvent un déséquilibre, peut-être lié à notre alimentation moderne, une réaction presque à arrivée massive et rapide de sucre. On voit ça par exemple chez des personnes qui ont une intolérance au glucose, Ah oui, ou alors chez qui la digestion est très rapide, après une opération de l'estomac, une gastrectomie par exemple. d'accord. Et alors face à ça, que faire ? Les sources insistaient beaucoup sur l'alimentation, non ? Tout à fait. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est la base. Donc limiter les sucres rapides, favoriser les sucres lents, Oui, bien répartis sur la journée, fractionner les repas aussi, ça aide. arrêter l'alcool, j'imagine. Bien sûr. Et puis, un régime riche en fibres, choisir des aliments avec un index glycémique bas. Tout ça, ça contribue. D'accord. Mais attention, si malgré tout ça, les malaises continuent, Oui. Ah bah là, il faut creuser davantage. on peut proposer une épreuve de jeûne, sous surveillance médicale bien sûr, Pour vérifier quoi exactement ? pour écarter une cause organique. Ah, Parce que l'hypoglycémie organique, elle apparaîtrait typiquement pendant le jeûne et pas juste après un repas comme la fonctionnelle. C'est une étape clé pour pas passer à côté de quelque chose de plus sérieux. c'est très clair. Passons maintenant aux hypoglycémies induites. Donc là, c'est un facteur extérieur qui est en cause. C'est ça. L'exemple le plus connu, c'est sans doute l'alcool. Ah oui, l'alcool. Ça peut provoquer une hypoglycémie, soit à jeun, soit après un repas d'ailleurs. Le mécanisme principal, surtout quand on est à jeun, qui est la capacité du foie à fabriquer du nouveau glucose, la néoglucogénèse comme on l'appelle. Le foie est occupé ailleurs, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Il est tellement occupé à dégrader l'alcool, l'éthanol, que il n'a plus les ressources, disons, pour produire le sucre dont le corps a besoin. C'est lié à des processus chimiques un peu complexes, l'accumulation de NADH pour les connaisseurs. D'accord, c'est bien expliqué. Les documents mentionnent aussi une autre cause fréquente d'hypoglycémie induite, les médicaments, les iatrogènes. Ah oui, très important ça. Et attention, ça ne touche pas tout le monde de la même manière. C'est-à-dire ?
On les voit plus souvent chez certaines personnes, les sujets âgés par exemple, ou les personnes dénutries, D'accord. celles qui ont une insuffisance rénale aussi, ou alors en cas d'infection grave, un sepsis, ou si la personne jeûne longtemps. Le terrain, la fragilité de la personne, ça joue beaucoup. Compris. Et il y a une dernière catégorie, assez particulière, d'hypoglycémie induite, les factices ou criminels. Oui, là on entre dans des situations plus complexes. C'est quand la personne prend volontairement des médicaments pour faire baisser le sucre. Ou qu'on lui en administre. C'est exactement ça. Soit des médicaments comme les sulfamidoles hypoglycémiens, utilisés dans certains diabètes, Mhm. soit carrément de l'insuline. Et là, pour le diagnostic, ça peut devenir un vrai défi. J'imagine. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un déni de la part de la personne. C'est difficile à aborder, ça peut même nécessiter une aide psychiatrique. Ah oui, quand même. Il faut être particulièrement vigilant si la personne a facilement accès à ces produits. Et l'impatient diabétique lui-même, son entourage, un soignant, un professionnel de santé. C'est une situation délicate qui dépasse le simple symptôme médical. C'est clair. Bon, pour résumer un peu notre exploration, on a vu les hypoglycémies fonctionnelles, qui sont donc des réactions après les repas, C'est ça? et les hypoglycémies induites, qui peuvent être déclenchées par l'alcool, par des médicaments, ou même de façon intentionnelle dans ces cas factices. Tout à fait. Et ce qui ressort vraiment, c'est que pour comprendre d'où vient une hypoglycémie, le contexte est essentiel. Oui, le moment où ça arrive. Exactement. Après un repas, à jeun, est-ce qu'il y a eu prise d'alcool, de médicaments? Quel est l'état général de la personne, ses antécédents? Tout ça est déterminant. Absolument. Et toute cette complexité, surtout quand on pense aux cas factices ou induits, où le déni peut jouer un rôle, eh bien ça soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Quelle est l'importance, vraiment cruciale, d'avoir une communication qui soit transparente, basée sur la confiance entre les patients et puis les équipes soignantes, pour arriver à un diagnostic qui soit juste et surtout pour mettre en place la prise en charge la plus adaptée et la plus humaine possible finalement. C'est une réflexion qui va un peu au-delà du médical pur, non? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet médical assez pointu, les hypoglycémies organiques. Bonjour, oui, un sujet important. Ces baisses de sucre surviennent typiquement à jeun. Elles sont plutôt rares, mais elles peuvent être sérieuses. Notre objectif, c'est un peu de décrypter pourquoi elles arrivent en se basant sur des documents spécialisés. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment distinguer ces causes organiques. Elles cachent souvent des situations cliniques plus graves que d'autres types d'hypoglycémie. On va regarder un peu les mécanismes en jeu. Parfait. Alors, commençons par ce que les textes indiquent comme une cause fréquente, une sécrétion d'insuline qui est inappropriée. L'insulinome, c'est ça? C'est tout à fait ça. L'insulinome, c'est une tumeur. Bon, le plus souvent, elle est bénigne, dans 90% des cas. Elle se développe à partir des cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. D'accord. Et sa particularité, c'est de causer des hypoglycémies assez sévères. Typiquement, c'est le matin, à jeun, ou parfois c'est déclenché par un effort physique. Ah oui. Et cliniquement, il y a des signes spécifiques? Oui, un point intéressant que soulignent les sources, ces hypoglycémies sont améliorées très vite si la personne prend du sucre. Et paradoxalement, ça peut mener à une prise de poids. Une prise de poids, comment ça? Chez environ un quart des patients, parce qu'ils mangent régulièrement pour éviter ou corriger les malaises, quoi. Logique. Et pour le diagnostic? Alors, ça repose sur la clinique, bien sûr, mais surtout sur la confirmation biologique pendant une épreuve de jeûne contrôlée, et ensuite l'imagerie pour trouver la tumeur. Le traitement, lui, il est chirurgical, on enlève la tumeur. D'accord, c'est clair. Bon. Passons à une autre cause de sécrétion inappropriée. Mais cette fois, c'est pas l'insuline directement, c'est un facteur qui lui ressemble, l'IGF-2. Oui, tout à fait. C'est un mécanisme un peu différent. Là, on parle de tumeurs, souvent assez grosses d'ailleurs, qui ne sont pas dans le pancréas. Ah, en dehors du pancréas. Exactement. Et elle sécrète cette substance, l'IGF-2, qui agit un peu comme l'insuline. Elle force les cellules à utiliser le glucose du sang. Même quand il n'y en a pas besoin. Voilà. Et ça mène aussi à l'hypoglycémie. C'est un mécanisme distinct, mais le résultat final est le même, quoi. D'accord. Après ces excès d'action insulinique, les documents abordent un autre angle. Le manque d'hormones qui normalement empêche la glycémie de trop baisser, les hormones de contre-régulation. C'est un point absolument crucial, oui. Le corps a des systèmes de sécurité, des hormones comme le cortisol produit par les glandes surrénales ou l'hormone de croissance, la GH, qui vient de l'hypophyse. Oui. Ces hormones s'opposent normalement à l'action de l'insuline pour maintenir la glycémie stable.
Donc s'il y a une insuffisance de ces glandes surrénales ou hypophysaires, ou même une hypothyroïdie assez marquée, Alors ces sécurités ne fonctionnent plus bien. exactement. Les freins naturels à la baisse du sucre sont moins efficaces et ça peut entraîner des hypoglycémies. C'est pour ça qu'on fait des tests spécifiques si on suspecte ça. Je comprends mieux pourquoi ces tests hormonaux sont justifiés en cas de doute sur une hypoglycémie à jeun. C'est intéressant de voir ces liens. Tout à fait. Les sources parlent aussi des insuffisances d'organes, rénales ou hépatiques. Quel est le lien ici? Alors là, on touche à la production de glucose elle-même. Le foie et aussi les reins, dans une moindre mesure, fabriquent du glucose quand on est à jeun. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, une sorte de production de secours. D'accord. Si le foie est gravement malade, cette production est très diminuée. Et si les reins fonctionnent très mal, l'insuline est moins bien éliminée du corps et les matières premières pour fabriquer du glucose sont moins disponibles. Donc dans les deux cas, insuffisance hépatique sévère ou rénale avancée. Le risque d'hypoglycémie à jeun augmente significativement, oui. D'accord. Et il reste encore d'autres causes mentionnées, peut-être plus rares? Les textes parlent de l'apport énergétique, de causes congénitales et même d'auto-immunité. Oui, on peut les survoler rapidement. Pour l'apport énergétique, une dénutrition vraiment sévère, comme dans l'anorexie, prive le corps des substrats nécessaires pour fabriquer du glucose. Logique. Oui, Ensuite, les causes congénitales. Ce sont des maladies métaboliques rares, des erreurs de naissance dans la façon dont le corps utilise ou stocke le sucre. On les voit souvent chez les tout-petits, pensez à l'intolérance au fructose ou au glycogénose. d'accord, des maladies de naissance et l'auto-immunité. Alors ça, c'est encore plus rare. Le système immunitaire se trompe et fabrique des anticorps, soit contre l'insuline elle-même, soit, et c'est particulier, des anticorps qui activent les récepteurs de l'insuline. Ils font comme si l'insuline était là. Exactement, ils miment son action et ça provoque des hypoglycémies, souvent assez graves d'ailleurs. Bon, alors si on essaie de rassembler tout ça, ces hypoglycémies organiques à jeun, elles peuvent donc venir 1. Soit d'un excès d'insuline ou d'une substance similaire comme l'insulinome ou l'IGF-2, C'est ça? soit d'un manque d'hormones de contre-régulation, les causes endocriniennes, Oui. soit d'une défaillance du foie ou des reins qui n'arrivent plus à fabriquer ou gérer le sucre, Mhm. soit d'un manque de carburant à cause d'une dénutrition ou de problèmes métaboliques de naissance, ou même d'une réaction auto-immune. C'est incroyablement varié comme cause. C'est vraiment ça qui est frappant. Le point commun, c'est l'hypoglycémie à jeun. Mais derrière, on a des mécanismes très très différents. Une tumeur, une hormone qui manque, un organe défaillant, le système immunitaire. Oui, ça montre bien la complexité du système. Absolument. Et c'est pour ça que comprendre la cause précise est essentiel. Comme le soulignent bien les approches diagnostiques dans nos sources, trouver pourquoi ça arrive, c'est la clé pour pouvoir traiter correctement. Ça donne vraiment à réfléchir sur la finesse de notre régulation interne. Et ça m'amène à une dernière pensée. Oui, Comment cet équilibre métabolique, qu'on vient de voir si complexe et parfois fragile, arrive-t-il à rester stable la plupart du temps pour la majorité des gens? C'est assez fascinant de voir à quel point cette machinerie interne est à la fois robuste et vulnérable à toutes ces perturbations. c'est une excellente question. Ça montre l'incroyable travail d'équilibrage constant qui se passe en nous, souvent sans qu'on s'en rende compte. Une machinerie fine et complexe. Une réflexion intéressante pour conclure cette exploration. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Bienvenue pour cette exploration de sources médicales sur l'hypoglycémie. Aujourd'hui, on va regarder de près des documents qui expliquent comment les médecins posent le diagnostic, enfin comment ils identifient un faible taux de sucre dans le sang et surtout comment ils cherchent les causes. Oui, l'idée, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça. On va voir comment on est sûr qu'il s'agit bien d'une hypoglycémie et puis surtout comment les différents tests nous aident à comprendre le pourquoi du comment. C'est essentiel pour la prise en charge, évidemment. D'accord. Donc, nos informations proviennent d'un texte assez pointu sur l'exploration biologique étiologique de l'hypoglycémie. Alors, commençons par le commencement. Comment on confirme? J'imagine que si le malaise survient devant un soignant, c'est plus simple. Ben, ça aide, oui. Un petit lecteur de glycémie, au bout du doigt, là, ça donne une idée, une orientation rapide. Mais attention, ça reste une indication. Pour être sûr, la confirmation, la vraie, c'est la glycémie veineuse. Donc, une prise de sang classique. Une prise de sang au pied du coude, oui, mais idéalement faite pile au moment du malaise. Et ensuite, l'analyse se fait en laboratoire. Et cette analyse en labo, elle demande des précautions particulières pour être fiable? Ah oui, absolument. Déjà, on utilise des méthodes enzymatiques bien précises.
GOD-POD ou HK, peu importe le détail technique. Mais surtout l'échantillon, le sang prélevé, il faut s'en occuper très vite. Ah bon? Pourquoi? Parce que les globules rouges continuent de consommer le glucose, même dans le tube. Donc il faut soit centrifuger le sang rapidement pour séparer le plasma, soit utiliser un tube spécial avec du fluorure de sodium dedans qui bloque cette consommation. Sinon, le résultat sera faussement bas. D'accord, je vois. C'est crucial alors. Et les sources mentionnent aussi autre chose. Si les symptômes disparaissent quasi instantanément après avoir donné du sucre, c'est un bon signe. C'est même un excellent signe, enfin un argument de diagnostic très fort. Si le fait de resucrer la personne corrige le malaise, ça renforce énormément l'idée que c'était bien une hypoglycémie. Bon, une fois qu'on a confirmé ça, l'étape d'après, c'est de trouver la cause. Et là, le moment où ça arrive, ça compte beaucoup, si j'ai bien compris. Tout à fait, le timing est un premier indice clé. Une hypoglycémie qui survient après un repas, on dit post-prandial, ça oriente plutôt vers une cause dite fonctionnelle. Souvent, chez ces personnes, la glycémie à jeun est normale. Et si c'est à jeun? Ou après un effort. Alors là, si l'hypoglycémie survient à jeun ou après un effort physique, ça fait plutôt suspecter une cause organique. Et dans ce cas, la glycémie mesurée lors des malaises est typiquement basse, même à jeun. D'accord. Et pour creuser ces causes organiques, il y a un examen de référence, c'est ça? L'épreuve de jeûne. Exactement. L'épreuve de jeûne prolongé, c'est l'examen clé dans cette situation. Ça m'intrigue cette épreuve. Le document parle de jeûner jusqu'à 72 heures, en ne buvant que de l'eau. C'est assez extrême, non? Pourquoi aller jusque-là? Oui, ça peut paraître impressionnant. L'objectif, en fait, c'est de pousser le corps dans ses retranchements, de le mettre en situation de manque de sucre prolongé pour observer comment il réagit. On veut voir sa réponse hormonale, ce qu'on appelle la contre-régulation. La contre-régulation, ok. Oui, c'est l'ensemble des mécanismes que le corps met en place normalement pour faire remonter la glycémie quand elle baisse trop. L'épreuve de jeûne permet de voir si cette réponse est normale ou s'il y a une anomalie quelque part. Par exemple, une production d'insuline qui ne se coupe pas alors qu'elle le devrait. Et comment ça se passe concrètement? J'imagine que c'est fait à l'hôpital, sous surveillance. Ah oui, strictement à l'hôpital, sous surveillance médicale étroite. C'est pas quelque chose qu'on fait à la maison. On mesure régulièrement la glycémie, bien sûr, mais aussi d'autres hormones clés. L'insuline, le peptide C, qui est un marqueur de la production d'insuline par le pancréas, et la proinsuline, le précurseur de l'insuline. Et ces mesures sont faites toutes les combien de temps? En général, toutes les 4 heures, jour et nuit, pendant toute la durée du jeûne, qui peut donc aller jusqu'à 72 heures si besoin. Et si ça devient dangereux? Si la personne fait un malaise sévère pendant le test, on arrête tout, j'espère. Bien sûr, la sécurité avant tout. Il y a des critères d'arrêt très stricts. On stoppe l'épreuve immédiatement s'il y a des signes neurologiques inquiétants ou si la glycémie veineuse descend vraiment trop bas, en dessous de 0,45 g/litre avec des symptômes ou même en dessous de 0,40 g/litre, même sans symptômes clairs. D'accord. Et une fois que le test est terminé, soit parce qu'on a atteint les 72 heures, soit parce qu'on a dû l'arrêter sur hypoglycémie, qu'est-ce qu'on regarde dans les résultats? Alors, on analyse les chiffres obtenus au moment de l'hypoglycémie, si elle a eu lieu. Premier cas de figure, l'insuline est élevée et le peptide C est élevé aussi. Ok, insuline et peptide C haut, ça veut dire quoi? Ça signe une production excessive et inappropriée d'insuline par le pancréas lui-même. La cause la plus fréquente, c'est l'insulinome. Une petite tumeur, souvent bénigne, des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Du coup, l'étape suivante, c'est de faire de l'imagerie pour essayer de la trouver. Et il y a d'autres possibilités dans ce cas? Oui, plus rarement, ça peut être dû à la prise de certains médicaments, les sulfamides hypoglycémiants, qui stimulent la sécrétion d'insuline. Si on suspecte une prise cachée, on peut doser ces médicaments dans le sang. Intéressant. Deuxième scénario. L'insuline est élevée, mais cette fois, le peptide C est bas, voire indétectable. Ça change tout, hein? Ah oui, ça change complètement l'interprétation. Le peptide C, comme je disais, est produit en même temps que l'insuline par le pancréas. Donc, si on a beaucoup d'insuline, mais pas de peptide C, ça veut dire que l'insuline ne vient pas du pancréas du patient. Elle vient d'où, alors? Elle vient de l'extérieur. Très probablement d'injections d'insuline faites en cachette. C'est une situation qu'on appelle hypoglycémie factice. L'enquête prend alors une toute autre tournure, plus psychologique parfois. Je vois. C'est assez fascinant comme déduction. Et le troisième cas? Si l'insuline et le peptide C sont tous les deux bas pendant l'hypoglycémie. Là, ça veut dire que ce n'est ni une production excessive d'insuline par le pancréas, ni un apport extérieur. Il faut chercher une autre cause. Parfois, c'est lié à des maladies graves,
comme une insuffisance hépatique ou surrénalienne. Ou alors, et c'est plus rare, ça peut être dû à certaines tumeurs, non pas pancréatiques, mais ailleurs dans le corps. Des tumeurs qui fabriqueraient de l'insuline. Pas exactement de l'insuline, mais une substance qui lui ressemble et qui agit comme elle. Souvent, c'est l'IGF-2, ou un de ses précurseurs. Ces tumeurs dites non insulinosécrétantes peuvent provoquer des hypoglycémies sévères avec une insuline basse. C'est une vraie enquête, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait les 72 heures de jeûne et qu'il ne se passe rien? Pas d'hypoglycémie notable, la glycémie reste au-dessus de 0,60 g/litre, par exemple? Si après 72 heures de jeûne strict, la glycémie reste normale et qu'il n'y a eu aucun symptôme, en général, ça permet d'écarter raisonnablement l'hypothèse d'une hypoglycémie organique type insulinome. Donc, on arrête les investigations? Pas forcément. Si la suspicion clinique reste très forte, si les symptômes décrits par le patient sont vraiment très typiques, on peut parfois discuter d'autres tests. Le document mentionne le test au glucagon ou une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale, la GPO sur 5 heures, pour voir s'il y a une réponse anormale. Mais disons que l'épreuve de jeûne négative est quand même un argument fort contre une cause organique grave. Bon, alors si on essaie de résumer un peu toute cette démarche complexe. D'abord, on s'assure qu'il y a bien hypoglycémie, avec une prise de sang au bon moment. Ensuite, le moment où ça survient donne une orientation, après repas ou à jeun. Et puis surtout, pour les hypoglycémies à jeun, l'épreuve de jeûne est l'outil clé en analysant finement l'insuline, le peptide C. Exactement. C'est cette analyse combinée qui permet de distinguer si c'est le pancréas qui produit trop d'insuline, si l'insuline vient d'ailleurs, ou si c'est encore un autre mécanisme. C'est une approche très logique, étape par étape. C'est une mécanique de précision quand même, cette régulation du sucre. Tout à fait. Et toute cette complexité diagnostique, ça souligne à quel point la régulation de notre glycémie est fine, normalement. Et du coup, ça amène peut-être à une réflexion plus large. Comment un système aussi bien huilé peut-il parfois se gripper? Et au-delà de la simple mesure du sucre, qu'est-ce que ces déséquilibres nous apprennent sur le fonctionnement global de notre organisme et sur notre santé? Bienvenue. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet. Il y a une règle d'or qui ressort de nos sources pour les personnes diabétiques. Un trouble de conscience, quel qu'il soit, Oui. c'est une hypoglycémie, jusqu'à preuve du contraire. Ça montre bien l'urgence, en fait. Tout à fait. C'est la première chose à suspecter, absolument. Et pour rappel, l'hypoglycémie diabétique, c'est quand la glycémie, donc le taux de sucre, elle passe sous 0,60 g. C'est ça, le seuil critique en dessous duquel les problèmes peuvent commencer. Voilà. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que les documents nous disent sur les signes qui alertent, les facteurs qui peuvent causer ça, et pourquoi il faut être super vigilant. Bon, on décortique ça. Allons-y. Alors, comment on reconnaît une hypoglycémie? Les textes y décrivent des symptômes assez typiques. Mhm. Il y a d'abord ce qu'on appelle le syndrome neurovégétatif. En gros, c'est le corps qui sonne l'alarme, quoi. C'est ça. Palpitations, sensation de vertige, parfois des sueurs, des nausées, les premiers signes. Exactement. Et si ça continue de baisser, là, on passe au syndrome neuroglucopénique. Oui, et là c'est plus sérieux. C'est le cerveau qui commence à manquer de son carburant, le glucose. Du coup, ça peut donner de la confusion, des troubles de la parole, la vision floue. Et le risque final, le plus grave, c'est le coma hypoglycémique, bien sûr. Carrément. Et là, il y a un point super important que soulignaient nos sources. Ce premier signal d'alarme, le neurovégétatif. Oui. Eh bien, parfois, il est absent. Il manque. Ah bon? Comment ça? Oui. Ce qui est un peu piégeux ici, c'est que les documents listent 3 situations où ça arrive. D'accord. Premièrement, si la personne a déjà fait plein d'hypoglycémie avant, son corps, en quelque sorte, s'habitue et réagit moins fort, moins vite. Je vois. Une sorte d'accoutumance. Voilà, c'est un peu ça. Deuxièmement, s'il y a une neuropathie végétative, c'est une complication du diabète, ça touche les nerfs qui contrôlent les fonctions automatiques. Comme ces signaux d'alerte. Exactement. Ça arrive souvent quand le diabète est plus ancien ou moins bien équilibré. D'accord. Et la troisième situation? C'est la prise de certains médicaments. Les bêta-bloquants, non cardio-sélectifs surtout. Ah oui, pour la tension, par exemple. Oui, entre autres. Et ceux-là, ils peuvent masquer les signes, comme les palpitations. Donc plus de signal d'alerte clair. Oula, oui. C'est dangereux, ça. Mais oui, parce que sans ces premiers signes, la personne risque de ne découvrir l'hypo qu'au stade d'après, la neuroglucopénie.
quand le cerveau souffre déjà. C'est beaucoup plus préoccupant, j'imagine. Ah oui, et plus difficile à gérer soi-même. Du coup, connaître les facteurs qui déclenchent ça devient encore plus crucial. Justement, parlons-en de ces facteurs déclenchants. Les sources en donnent plusieurs, assez concrets. L'alimentation, déjà. Bien sûr, le classique. Un repas sauté, ou pris trop tard, ou juste pas assez riche en glucides par rapport au traitement ou à ce qu'on a fait. Oui, l'équilibre est parfois fragile. Le traitement aussi, bien sûr. Une dose d'insuline trop forte ou mal ajustée. Ou même certains cachets pour le diabète, pas seulement l'insuline. Pris au mauvais moment ou dose inadaptée. Voilà. L'alcool aussi, c'est un facteur connu. Ah oui, l'alcool, il perturbe le travail du foie sur le sucre. Et l'hypo peut arriver même des heures après avoir bu. Il faut être vigilant. Les sources parlent aussi de bêtises médicamenteuses, un terme un peu direct, mais... Oui, ça désigne simplement une erreur. Se tromper de dose, d'insuline. ou prendre son traitement au mauvais moment. Une simple erreur, quoi. Tout à fait. Et l'exercice physique, Ah oui, ça aussi, surtout si c'est plus intense que d'habitude ou pas prévu, et qu'on n'a pas adapté l'insuline ou mangé un peu plus, le muscle consomme le sucre. logique. Et puis, il y a des maladies associées parfois. Les textes mentionnent la maladie cœliaque, qui peut jouer sur l'absorption, D'accord. ou l'insuffisance surrénale. Des choses qui peuvent aussi fragiliser l'équilibre de la glycémie. Mhm. Finalement, si on prend un peu de hauteur, tout ça, ça pointe vers quoi? Vers l'idée que gérer un diabète, ça demande une attention de tous les instants. C'est clair. Connaître ses déclencheurs, la bouffe, les médocs, le sport, même une erreur bête, c'est vraiment la base pour être proactif. Pour anticiper. C'est ça, pour comprendre et essayer d'éviter que la situation ne devienne critique. C'est ce que dit la conclusion des documents, en gros. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message fort qui ressort, c'est que l'hypoglycémie, c'est pas juste un petit malaise. Non, c'est une complication sérieuse. Voilà, avec des risques bien réels. Et la conclusion des textes insiste là-dessus. Être au courant des symptômes, ok, mais surtout des causes, des facteurs déclenchants et comment prévenir. C'est fondamental. Pour la sécurité et la qualité de vie. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, non? Une question qui découle un peu de tout ça. Je t'écoute. Comment est-ce qu'on articule au mieux cette vigilance personnelle indispensable? Surveiller ce qu'on mange, adapter à l'exercice, être rigoureux avec son traitement. Mhm. Comment on combine ça avec le suivi médical régulier? Autrement dit, comment on optimise cette synergie entre ce que la personne fait elle-même, éclairée par tout ça, Oui. et l'accompagnement des soignants, pour construire le meilleur filet de sécurité possible contre ces épisodes qui peuvent être dangereux. C'est une excellente question. C'est sans doute un équilibre dynamique et très personnel à trouver. Tout à fait, un travail d'équipe en quelque sorte.